Je donne la parole à nos amis de la SABO qui vont nous présenter, eux, comment le modèle de déclinaison d'accueil et d'intégration des migrants en Suède. Puis ça nous donnera comme ça de mettre très vite en perspective, après ça Osgur le fera pour l'Allemagne, de remettre en perspective notre modèle par rapport à ce qui se pratique ailleurs au sein de l'Union européenne. Tout d'abord, merci de nous inviter à cette conférence. Je m'appelle Hanna Larsson et voilà ma collègue Lena Liljendahl. Nous représentons le SABO, c'est l'association suédoise de logement social. Pour commencer, je voudrais vous dire quelques mots concernant les membres de SABO, des sociétés de logement social et le secteur que nous représentons. Le secteur public en Suède ne cherche pas à travailler pour les personnes les plus vulnérables et nous n'avons pas non plus le critère de revenus. Ces logements sociaux sont ouverts à tous les membres de la société. Le logement social représente presque 20% de logements en Suède. La moitié est pour la location. La société de logement social sont les propriétaires des municipalités et s'organisent comme des sociétés anonymes. Donc, c'est un outil pour les pouvoirs locaux régionaux de pouvoir répondre à leurs responsabilités d'assurer un logement pour tous les citoyens. D'après la nouvelle loi sur les bailleurs sociaux, depuis 2011, ce sont des organismes qui agissent comme des sociétés anonymes et qui fonctionnent comme des entreprises. Elles ont la responsabilité sociale à 3 niveaux. Le premier niveau est le niveau individuel. Et c'est très important de créer les liens de confiance entre le propriétaire et les locataires et doivent être présents pour un contact au quotidien avec les résidents. Le deuxième niveau, c'est au niveau de logement. C'est ici qu'on assure des rendez-vous, de rencontres et on met en œuvre des projets sociaux. Les locataires ont le droit aussi à participer dans les décisions, dans des rencontres. Donc, c'est à ce niveau-là que nous organisons des rencontres avec les résidents. L'idée est de créer des liens avec le quartier et d'encourager le bien-être et la sécurité. Et le troisième niveau où nous agissons, c'est la communauté. En Suède, les autorités municipales sont responsables de logements pour tous. Et ici, les logements sociaux sert de lien entre la municipalité et les entreprises de logement pour assurer le logement pour les personnes qui ont le plus grande difficulté d'accéder au logement, surtout pour les primo-arrivants et les demandeurs d'asile. Les sociétés de logement créent davantage de logements et rénovent le stock actuel de façon continue. Bonjour tout le monde. Merci encore une fois de nous avoir invités. Je m'appelle Lena et je vais donc poursuivre. Je vais vous parler un petit peu de ce rapport qui a été publié au début de cette année-ci. Il s'agit des stratégies d'intégration pour les sociétés de logement social en Suède. Et je vais vous parler donc des résultats et des conclusions de ce rapport. Tout d'abord, dans ce rapport, on voit que le manque de logement crée des problèmes et le manque de
d'unités de logement et c'est très difficile de trouver un logement pour toutes les personnes qui arrivent en tant que migrants en Suède. La plupart des personnes essaient de trouver des logements auprès de leur famille ou des personnes qu'ils connaissent qui vivent déjà dans des quartiers défavorisés. Donc, il n'y a pas suffisamment de logements disponibles. Nous cherchons à travailler à long terme et pas offrir des solutions temporaires et nous ne voudrons pas créer des logements spéciaux pour un groupe séparé. Donc ça crée parfois un conflit, surtout vu la crise de migration en 2015. L'intégration, c'est un autre point important. Pour assurer l'intégration, il faut un logement, mais il faut aussi de l'emploi et une bonne éducation. Donc, ce sont des ingrédients qui sont très importants. Et le logement en donne une priorité, mais il faut aussi qu'il y ait une bonne école et de l'emploi pour que tout fonctionne bien. Le rapport nous montre qu'une bonne coopération et la durabilité représentent des clés pour réussir les initiatives. Donc, nous travaillons avec diverses entreprises et des associations bénévoles pour assurer nos objectifs. Et puis, dernière observation, qu'il n'y a pas une seule solution, mais plusieurs. La question d'intégration est un défi pour tous dans la société. On ne peut pas le résoudre par des solutions faciles. Anna. Comme vous voyez, le nombre de demandeurs d'asile en Suède a augmenté de façon importante en automne 2015. Nous avons plus de 160 000 personnes qui sont arrivées en Suède cette année, 2 fois plus que l'année précédente. Et en Suède, nous sommes 10 millions de personnes. Donc, c'est un véritable défi pour nous d'accueillir d'un seul coup un nombre aussi important. Et donc, il a fallu changer la loi. En 2016, nous avons reçu un certain nombre. Aussi, l'année dernière, le nombre a chuté de manière importante. Et vu le nombre important de demandeurs d'asile, il a fallu adopter une nouvelle loi sur l'attribution des logements. Cela signifie que les autorités municipales ont le devoir d'accueillir les primo-arrivants et de leur fournir un logement. L'objectif de cette nouvelle loi, c'est de faire porter cette responsabilité de façon plus égale par toutes les municipalités. Donc, l'intention, c'est d'assurer à ce que les municipalités qui ont une grande population, plus d'emplois et moins de demandeurs d'asile, de prendre plus de personnes à leur arrivée. Donc, nous pensons que cela peut assurer une meilleure intégration. Donc, ceux qui arrivent en Suède, normalement, sont libres de vivre où ils veulent, peuvent aller vivre avec les amis et la famille. Et la plupart des demandeurs d'asile, effectivement, le font. Donc, l'accueil est fait de façon à ce que les nombres de réfugiés sont répartis de manière inégale en Suède. Le secteur de logement public est un outil important qui aide les autorités municipales à trouver un logement pour ceux qui ont le statut et qui ont le droit au logement. Donc, nous avons les sociétés de logement passent par un contrat avec les autorités municipales. Donc, la municipalité loue les logements du secteur privé et ensuite met à disposition aux primo-arrivants. Donc, tout s'est bien passé pendant 3 à 6 mois et après, les
Ensuite, les réfugiés peuvent passer à un autre contrat. Les sociétés de logement peuvent aussi directement offrir aux réfugiés un logement qu'on offre au deuxième niveau de la procédure. Presque 20% de nos entreprises ont des logements qui ne sont pas encore occupés, donc ils n'ont pas de problème à assurer le logement pour les réfugiés. Donc je vais parler des ingrédients qui assurent le succès de cet arrangement. Une bonne coopération avec les autorités municipales, ça c'est un facteur clé pour assurer l'accueil. Nous avons donc les ressources qui sont dédiées pour l'accueil au niveau municipal et au niveau des sociétés de logement social. Troisième, assurer une bonne communication. C'est important d'avoir des communications ouvertes avec les locataires, les nouveaux arrivants et les locataires pour qu'il n'y ait pas de malentendus concernant la loi sur le logement. Les nombreuses sociétés de logement nous ont dit que les anciens locataires qui étaient là avant se plaignent parfois de privilèges qui sont donnés aux réfugiés. Donc, il faut continuer à communiquer et donner des informations. Les contrats avec les municipalités, comme l'a dit Anna, sont très utiles pour les sociétés de logement social et pour les nouveaux arrivants. Et c'est la municipalité qui est responsable de la première phase. Ainsi, les autorités municipales peuvent offrir aux nouveaux arrivants des soutiens supplémentaires pendant certaines périodes et ensuite, après 3 à 6 mois, le nouveau arrivant passe à la deuxième phase de location. Donc, ça, nous avons trouvé que cet arrangement fonctionnait bien. Troisième point, c'est de réduire le seuil d'obstacles qui empêchent d'accéder à son propre logement. Et il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de l'emploi, mais peuvent quand même être locataires de ces logements. Donc, on peut baisser les exigences pour assurer l'accès au logement. Puis, sixième, de chercher les appartements de stock dans son ensemble. Il doit y avoir une stratégie pour éviter la ségrégation physique et l'exclusion. Donc, si c'est possible, les municipalités peuvent choisir l'endroit où ils peuvent héberger les réfugiés. Ce n'est pas toujours possible, mais là où c'est possible, ça marche très bien. Et puis, nous avons ce qu'on appelle les Boscolas. C'est une école pour les locataires. C'est des cours d'information qui permettent aux nouveaux locataires de comprendre les règles des nouveaux logements. Et donc, on leur explique comment fonctionne la buanderie, par exemple, et quelles sont les règles de vie et d'harmonie des logements qu'ils occupent. Et puis, cette dernière image, nous avons évidemment besoin de tous ces jeunes en Suède. Et nous avons besoin de 15 000 personnes, ne serait-ce que dans le secteur de l'immobilier. Donc, la Suède ne pourrait plus fonctionner s'il n'y avait pas d'immigration. Nous avons une population vieillissante. Et ce garçon, il s'appelle Ali Kurbani, et il est venu de l'Afghanistan tout seul, mineur en 2009. Il est employé à plein temps
et vit dans un petit village au nord de Suède et s'occupe des petits boulots et est un gardien. Donc cette partie de la Suède a une bonne coopération avec la société de logement. Et donc ça, c'est une histoire à succès. Il en faut bien d'autres comme celle-là. Merci.